Bienvenue à tous dans notre nouvel épisode de Fréquence Star Wars. C'est la rentrée pour nous et on est heureux d'accueillir Stéphane Foucourt et Yann Leroux qui viennent nous parler de leur livre de la rentrée littéraire Star Wars, avec leur nouveau livre que je vous laisse introduire. Hop, je vais le mettre en image directement. Voilà, Plastique Galactique. Bienvenue messieurs, et bienvenue Pierre aussi qui m'accompagne dans cette interview pour Fréquence Star Wars. Voilà, Bonjour à tous. le plastique c'est fantastique et on a. Merci à vous et merci de nous accueillir. Avec plaisir, hein, c'était une émission qui était prévue de longue date, hein, parce que effectivement quand on a lancé le format Fréquence Star Wars, on a toute une liste d'invités en tête comme vous pouvez l'imaginer. Et du coup, c'était l'occasion à l'occasion de la sortie de votre nouveau livre de pouvoir vous avoir parmi nous. Donc, écoutez, moi je suis ravi, hein, personnellement, parce que je vais commencer par Yann. Yann faisait partie du staff de Minting Box au tout début de l'aventure. Et donc ça, c'est quand même important, parce qu'on a passé des moments assez incroyables. Et je pense que Yann ne me démentira pas. Et surtout parce que on a aussi Stéphane avec nous. C'est vrai que la rentrée littéraire est importante. On a commencé notre première émission avec la sortie du livre de Jean-François. De Jean-François, c'est ça, je cherchais son prénom, de Jean-François Roland. J'espère que vous l'avez acquis depuis le temps. Et surtout que, effectivement, Stéphane, donc ça fait un moment qu'on se connaît, par le biais de conventions sur Paris, par le biais de célébrations. Et c'est vrai qu'on a suivi avec un grand intérêt tes auto-éditions depuis pas mal d'années. Et à chaque livre, moi, je me pose toujours la question, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir encore sortir? Nous aussi. Et donc, effectivement, comme votre nouvel opus va bientôt sortir, c'était l'occasion de pouvoir en parler avec vous. Donc, effectivement, Yann, Stéphane, merci. Peut-être un petit mot pour vous présenter, peut-être savoir que pour vous présenter auprès de nos auditeurs, hein, qu'on salue par la même occasion, savoir depuis quand vous êtes dans le hobby, quels sont vos points de prédilection, ce que vous aimez collectionner ou pas. Ça peut être Star Wars ou hors Star Wars. Ce que vous avez édité aussi. Voilà, exactement. Pendant que le débat avec sa caméra, on va laisser parler Stéphane. Donc Stéphane, si tu peux te présenter. Ok, ça marche. Donc merci à tous. Donc Stéphane Foucourt. Donc j'ai découvert les films quand j'étais petit, puisque je suis né en 1972, hein, c'était un peu lointain. Et donc j'ai joué avec les jouets jusqu'en 84, 85. Et puis un peu comme tout le monde, j'ai laissé ça de côté et je me suis remis à collectionner avec l'annonce des nouveaux films et des ressorties en fait, de la trilogie, plutôt vers 95. Par là, j'étais aux États-Unis et il commençait à y avoir pas mal de choses dans les comic shops, etc. Et donc c'est là que je me suis dit que tout ça, ça avait certainement un statut de collection et je pouvais certainement trouver au second marché les jouets que j'avais pas eu et que j'avais découvert en fait dans les brocantes des années 90. Mais bon, comme j'étais ado, j'avais rien acheté, quoi. Et voilà, donc de fil en aiguille, je me suis mis à collectionner. C'est un parcours assez classique, hein, je me suis mis à collectionner un peu de tout. Voilà, du français, du Trilogo, du Kenner, de l'Empire, du Retour. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, j'ai pas mal de choses et c'était assez disparate et j'ai pas très satisfait. Et en même temps, en étant en France, j'avais commencé à m'intéresser au marché français, au Trilogo français surtout. Et donc, du coup, j'ai recentralisé ma collection là-dessus. Et donc, je me suis mis également à chercher de l'histoire en fait autour de ces jouets, donc de la documentation, chercher également à contacter les représentants, les chefs de produits, du marketing, etc., qui avaient travaillé sur tous ces jouets chez Mécano. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai acquis pas mal d'informations, une grosse base documentaire, et je me suis dit, j'avais commencé par faire un site web. Et un site web, vous savez comme moi, c'est très fastidieux à faire. Et il fallait que je mette à jour des trucs toutes les semaines. C'était en 2000, on n'avait pas beaucoup d'espace d'hébergement. Et donc, je me suis dit, le plus simple, c'est de faire un bouquin plutôt que d'amener quelque chose toutes les semaines. Et c'est hyper fastidieux. Autant raconter une histoire dans un bouquin.
Et voilà, et c'est comme ça que j'ai publié le Kanoto Trilogo en 2006. Alors, ton focus, du coup, maintenant, principal, en Alors, vintage, bien entendu. voilà, le focus principal, c'est le vintage, c'est tout ce qui est français. Donc, c'est donc les cartes françaises, Guerres étoiles, Empire contre-attaque, Retour de Jedi. Et puis également toutes les cartes européennes qu'on appelle trilogo, avec les 3 logos cascadés. Mais en fait, avec la particularité de celles qui sont pour le marché français. Voilà, donc, quand on collectionne les blisters européens, en fait, on s'aperçoit, et c'est pour ça que j'étais un des premiers à m'apercevoir. On a perdu momentanément Stéphane. Mais en fonction en fait de l'endroit pour lequel ils étaient commercialisés, on peut trouver des petites variations qui sont imperceptibles en fait pour le néophyte, hein, mais qui sont perceptibles, on va dire, pour les avertis des personnes qui recherchent ça. Quoi. Voilà. D'accord. Moi, ça me fascine toujours. Ouais, du coup, donc j'invite les auditeurs qui nous écoutent via les podcasts audio uniquement de jeter un œil sur la vidéo YouTube parce qu'à l'arrière-plan du bureau de Stéphane, il y a quelques pièces plutôt intéressantes. Tu n'oublieras pas de nous donner ton adresse avant de partir. Donc, quelques pièces intéressantes, hein, et notamment une fameuse Death Star qui est absolument magnifique et qui trône sur les étagères. Et on s'achète d'usine. On s'achète d'usine. Ah ouais, en plus. Donc, voilà, donc effectivement, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé, moi, en plus de collectionner. On a de la friture sur la ligne. Bon, écoutez. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir l'histoire. En fait, bon, je ne suis pas du tout dans le domaine de l'histoire. Je ne suis pas historien de l'art ou quoi que ce soit, mais je me suis vraiment intéressé à l'histoire ça m'a intrigué en fait de voir pourquoi ces trucs-là étaient sortis, pourquoi les Puff Gadgets étaient sortis dans tel ordre, pourquoi un produit n'avait pas été disponible alors qu'un autre était disponible en très grande quantité, pourquoi on n'avait pas eu certains produits. Voilà. Et donc du coup, je me suis très vite intéressé à la publicité. Et puis une fois que j'ai eu tous les catalogues, tous les Puff Gadgets, etc., j'ai voulu aller plus loin. Je me suis mis à interviewer, à chercher en fait les gens qui avaient travaillé sur ces gammes dans les années 80. Et je les ai tous, j'en ai rencontré une bonne partie, peut-être une trentaine, donc dans différents postes. Et donc c'était intéressant parce que j'ai aussi au fil des années, tout ça, c'est pas fait one shot, hein, donc c'est au fil des ans. Et c'est intéressant d'entendre l'histoire de ces personnes-là. Bon, alors, on n'est pas comme aux États-Unis, les gens n'ont pas gardé des super trucs, des jouets, des prototypes, des documents. Ça n'existe pas. Hein. J'ai rarement trouvé des choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'histoire de ces gens. Voir qu'est-ce qu'ils ont pensé des produits, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Également chez les détaillants, chez les revendeurs de jouets ou chez les grossistes, pas que chez Mécano. Et voilà, et avoir un peu de ce contexte, pouvoir recouper des informations. Bien souvent, on se rend compte que la mémoire des gens n'est pas exacte. Il y a des choses qui sont un peu inventées, mais c'est le fait de tout le monde, hein, par des choses qu'on a vues ou qu'on a vécues. Et donc, c'est intéressant de pouvoir recouper ces infos, d'avoir leur histoire. Il y a aussi ces personnages que j'ai pu rencontrer. Elles sont aussi... j'ai rencontré des personnes qui avaient travaillé sur ces gammes, parce que les gens bougeaient aussi à l'époque, hein, de poste comme aujourd'hui. Et donc, il n'y a quasiment personne qui a travaillé sur toute la gamme de 78 à 85. Et donc, il y avait des chefs de produits, des commerciaux qui changeaient tous les 2-3 ans et qui récupéraient du coup une nouvelle gamme en l'état, hein, Guerres étoiles, Empire contre-attaque, Retour de Jedi, Trilogo, etc., avec leurs diverses problématiques d'approvisionnement et aussi pour ceux qui ont récupéré à la fin, en 85, tout simplement de se débarrasser de tous les stocks qui restaient, dont il fallait se débarrasser à toute vitesse. Et donc, voilà, donc c'est des histoires intéressantes et c'est ça qui m'a passionné également, en plus de la collection. Et puis voilà, je me suis dit à un moment que, comme je disais tout à l'heure, plutôt que de faire un site et d'utiliser plein d'informations toutes les semaines, autant écrire quelque chose. Ça reste, et puis c'est un travail peut-être fastidieux à un moment, mais une fois que c'est fait, bon voilà, on peut passer à autre chose. Et voilà. Et d'ailleurs, moi. C'est un peu l'envers de la collection, en fait. C'est ce qui se cache derrière ta collection. C'est aussi ça qui est hyper intéressant. Et surtout la démarche de collectionneur, parce qu'effectivement, quand on commence à assembler des produits pour en faire des collections, une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage, finalement, il n'y a rien qui peut potentiellement nous limiter, si ce n'est le fait que les gens qui ont vécu cette période ne soient plus en vie. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant parce que
ça laisse des témoignages vivants. Je sais qu'il y a d'autres livres qui existent, qui ont été faits par des Américains ou des interviews qui ont été faites par des auprès d'employés de Kenner. Et c'est vrai que c'est important de garder ce patrimoine, en tout cas quelque part, parce que ça laisse une trace. Aujourd'hui, l'approche de la production de jouets, elle est un peu différente, on va dire. Et c'est vrai que c'est une période vraiment singulière et qu'on a eu effectivement la chance de pouvoir vivre. Donc maintenant, c'est au tour de Yann qui se débat avec sa caméra, mais même en version orthogonale, tant qu'on t'entend, ce sera parfait. Yann, alors raconte-nous un peu ton parcours de collectionneur, d'où tu es parti, ta rencontre avec Stéphane, hein, on va garder ça pour Yann, et puis qu'est-ce qui t'a amené à collaborer avec lui pour faire des livres? Bah écoutez, moi je m'appelle Yann, mais la plupart des gens ont dû me connaître sous le pseudo d'Arkianor sur le forum Mint Inbox, parce que j'ai fait été membre de Mint Inbox. La collection, j'ai commencé à la sortie des films quand j'étais petit. C'est-à-dire que dès qu'un film sortait, j'allais avec mes parents ou mes grands-parents dans les magasins de jouets du côté de Versailles pour voir ce qui sortait en termes de figurines, de vaisseaux. Donc ma collection a commencé comme ça. Mes parents avaient cette fâcheuse tendance de vouloir que je garde les boîtes pour pouvoir ranger les jouets après les avoir utilisés. Donc du coup, j'ai toutes mes boîtes d'origine de quasiment de tous les vaisseaux. Pas des personnages par contre, je n'ai pas gardé les cartes back. Ensuite, la collection a continué jusqu'après le retour du Jedi, puis n'ayant plus d'actualité. J'ai un petit peu arrêté la collection et puis les jouets, puisqu'il n'y a plus grand chose qui sortait. Et puis quand on grandit, on a d'autres focus. Donc mon deuxième focus est aussi fait partie d'une autre collection, c'est le skateboard. Donc j'ai pas mal skaté et un peu oublié Star Wars jusqu'à la sortie de l'édition spéciale et le retour des figurines. Donc on est retombé dans la collectionnite aiguë, mais cette fois-ci en gardant le côté en boîte, peu de loose, mais surtout de la boîte. Et jusqu'à maintenant, je suis un fervent collectionneur et joyeux collectionneur, pas forcément de tout, j'ai pas de focus réel. Je vous dirais peut-être plus la première trilogie, mais bon, il y a des coups de cœur qui vont aussi sur la postologie et la prélogie, donc il n'y a pas vraiment de focus, ni complétiste comme Stéphane peut l'être sur le vintage. En vintage, je collectionne aussi bien le mécano que le palitoy, qu'un peu de BP, que du Kenner. J'ai pas d'état d'âme du tout par rapport à ça. Ce qui est vrai, c'est que ayant acheté ou fait acheter à mes parents pas mal de choses dans mon enfance, la plupart des boîtes que j'ai sont mécano, ou alors du palitoy mais importé par mécano. Donc ça reste oui, effectivement focus plutôt mécano sur l'ensemble des produits, mais sans l'être réellement. C'est vraiment en fonction des pièces que je trouve, les coups de cœur principalement. En nouveauté, en moderne, c'est sûr que là, ça devient beaucoup plus éparpillé puisque beaucoup plus de licences. Et j'ai rencontré Stéphane à travers Mint Inbox en travaillant sur un dossier sur les catalogues vintage. Dont Pierre était l'entremetteur. Exactement, parce que moi je suis fan du catalogue vintage. Donc pendant qu'on essaie de récupérer Yann, oui, donc catalogue vintage, et c'est vrai que ce qui était assez fun, c'est que on préparait des petits dossiers pour Mint Inbox et je trouvais ça cool de pouvoir montrer le contenu des catalogues, pouvoir les scanner et remettre un peu au goût du jour le contenu de ces catalogues. C'est vrai que ce que j'avais dit lors de l'interview de Jean-François, ces catalogues, moi, m'ont accompagné par exemple toute mon enfance pour pouvoir imaginer finalement des produits que je n'avais pas imaginé, tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'en partant de catalogue comme ça, il était difficile d'imaginer que finalement que Yann, à son départ de Mint Inbox, se mette à collaborer pour écrire des livres et mettre en page. Je sais que ça demande un travail assez conséquent. Oui, Yann, raconte-nous depuis les catalogues. On t'entend pas. Donc on va demander à Stéphane du coup. Stéphane.
Oui, donc, oui, non. On t'entend pas, Yann. Ouais. Ça va être pénible de monter ça. Putain. Stéphane, vas-y, si tu peux nous en parler. C'est vrai que Pierre m'a souvent parlé des catalogues et je vois très bien de quel dossier il parle sur MIB. Je l'ai lu et c'est quelque chose qui existe plus maintenant en fait à notre époque, quoi. Ils étaient quasiment full Star Wars en fait ces catalogues. Tout à fait, effectivement. Enfin, je pense que Pierre, tu avais trouvé mon site qui était plus mis à jour depuis déjà au moins 3-4 ans. Et effectivement, sur ce site, il y avait un peu de tout, parce que toutes les semaines, d'ailleurs, il est toujours en ligne. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était Star Wars Archive. Et mais par contre, il n'est pas mis à jour depuis 2001. Et effectivement, il y avait des sections, catalogues, figurines, etc. Et puis dans chaque section, il y avait 5-6 photos, et toutes les semaines, je faisais tourner. Et donc, je pensais comme ça que Pierre, tu m'avais trouvé. Ouais. Et donc, du coup, on s'est dit, effectivement, pourquoi pas. C'était intéressant de mettre. Moi, je mettais plus à jour ce truc-là. J'avais pas encore fait mon bouquin, mais de toute façon, le bouquin à venir n'était que sur les jeux français et européens. Et donc, du coup, il y avait tous ces catalogues aussi américains. Et je trouvais intéressant, effectivement, d'avoir tout sur un site et de contribuer à un site comme MIB. C'était vraiment intéressant, c'était vraiment super. Et du coup, effectivement, on a passé quelques après-midi avec Yann à scanner ses catalogues chez lui. Et puis, comme effectivement, il collectionnait pas mal, comme il disait tout à l'heure, hein, le vintage, on s'est retrouvé effectivement à créer des liens autour de ça, à trouver des affaires, de faire des transactions ensemble, tout comme ça. Et puis voilà, en fait, on a toujours gardé le contact. Et puis on bossait tous les deux sur la défense. Donc on se voyait aussi régulièrement pour déjeuner, une fois par mois, ou je sais plus trop, mais bon, voilà, on se voyait assez régulièrement. Et du coup, on a bien accroché et l'amitié est restée, quoi. Et effectivement, quand j'ai fait le mécanoterie logo, en fait, je suis parti au principe où en fait, je voulais pas annoncer un bouquin parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient annoncé des livres et qui n'ont jamais délivré. Et du coup, ça créait beaucoup de frustration à la fois pour les gens qui attendaient et aussi pour la personne, du coup, qui pouvait pas délivrer et qui se faisait un peu huer par toute la communauté. Et ça créait un peu de l'hostilité, etc. Et donc, moi, je me suis dit, je fais mon truc. Ça m'a pris 6-8 mois à le faire dans mon coin. Je fais mon truc. Quand c'est fait, je regarde s'il y a de l'intérêt. Et puis, s'il y a de l'intérêt, je le publierai. Il faut savoir qu'à l'époque, ça coûtait très cher parce que j'étais obligé de faire de l'offset. L'impression numérique, aujourd'hui, à la demande, etc., ça n'existait pas. Et donc, voilà. Donc, il y a quelques privilégiés. Il y a 2 ou 3 privilégiés qui ont eu l'opportunité de voir en fait la maquette bien avant qu'elle sorte. Et dont Yann fait partie, du coup. Et en fait, comme il a ses affinités de designer, il m'a proposé effectivement moi, j'avais fait une couverture qui était un peu pourrie, j'avoue. Et j'avais un petit concept de couverture. J'avais quelques idées sur ce que je voulais faire. Yann, je suis en train d'expliquer comment on en est venu à garder le contact et à se rencontrer régulièrement et comment on est venu à collaborer sur Mécanoterie Logo. Et donc voilà, j'expliquais que tu avais été un des premiers à voir la maquette, que j'avais encore parlé du projet à personne, et que moi je voulais réutiliser un B-Wing, etc. sur la couverture en m'inspirant du catalogue, du fameux catalogue. Bon, c'était un peu pourri, quoi, c'était un peu basique. Et donc Yann m'a dit non, il faut faire ça, etc. Bon, je te fais une couve et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Et donc le premier, tu l'as donc édité seul, et puis après vous avez commencé à coécrire, en fait, c'est ça, sur votre deuxième bouquin? Ouais, en fait, c'est pas tout à fait ça. Sur le deuxième, en fait, c'était la French Touch. Ouais. Et donc, effectivement, la French Touch, en fait, Yann a également fait la couverture. Après, la French Touch 2013. Après, on a eu. Entre-temps, j'ai fait un bouquin officiel la saga Vue de France, en co-auteur, en collaboration avec 2 autres personnes, et qui était aussi édité aux éditions Guilmenine. Et puis après, effectivement, on a enchaîné, comme tu disais Pierre tout à l'heure, on s'étonne nous-mêmes, on arrive toujours à trouver des nouvelles idées. Et après, effectivement, on a fait le guide de poche Mécanoterie Logo. Et là, effectivement, ça a vraiment été travaillé en commun plus que la couverture, où effectivement, moi je me suis occupé du contenu et Yann s'occupe de tout ce qui est aspect visuel, trouver la bonne mise en page, trouver les bons fonds, trouver ce qui va égayer le bouquin. Et sur des bouquins comme
sur des bouquins comme le guide de poche. Voilà, c'est assez basique, c'est un agencement de cartes, mais voilà, c'est le fond qui est aussi intéressant, la manière d'agencer les cartouches, etc. Les gailles de bouquins. Et après, sur des bouquins comme les 40 ans, par exemple, là, les 40 ans, enfin, on a vraiment eu besoin de l'œil artistique de Yann pour prendre les photos, parce qu'en fait, c'est pas des aplats. On a voulu faire quelque chose où on présentait non pas de l'exhaustivité, mais des exemples d'objets qui sont sortis en France pendant 40 ans. On a tout créé de A à Z. Voilà, vas-y, prends la main. Ouais, je vais juste préciser pour les 40 ans de la French Culture, on n'avait que des photos et on voulait vraiment créer des mises en scène, les mettre plus en valeur que des aplats. Et donc, effectivement, on a été obligé de prendre chez l'un ou d'aller chez l'un ou l'autre pour prendre des photos pendant une journée. Ça a duré peut-être, je sais pas combien, 4, 5 séances de ouais, plus que ça. Quand on aime, on compte pas. Ouais, entre chez toi, Pascal. Donc, en gros, ce bouquin, on a mis. C'était vraiment des bouquins sur lesquels il était très sympa de travailler, puisqu'il n'y avait aucune matière visuelle, pas comme Oui, il a tout fallu créer. Il y avait un vrai travail de création et de mise en scène. Effectivement, on voulait présenter en fait non pas l'exhaustivité, mais des belles compositions d'ensemble d'objets pendant 40 ans. Et du coup, effectivement, là, c'est presque comme si on avait fait un catalogue pour une société aujourd'hui, quoi. Donc voilà, il y a vraiment l'œil artistique de Yann qui a vraiment aidé. C'est lui qui a fait toutes les photos. Et effectivement, assembler ces objets, arriver à leur donner une consistance, quelque chose d'intéressant. Et effectivement, ça a duré très très longtemps. C'est-à-dire que on a fait ça avec Pascal Delvorde, Jérôme Brun et Jean Bernard. Et on a utilisé nos 5 collections pour faire le livre. Et ça a pris 4 ans. Donc 4 ans. C'est aussi la French Touch de pouvoir penser à présenter les choses de manière un peu plus artistique. Moi, j'ai en tête certains bouquins que pourraient sortir des Américains où c'est beaucoup de textes, des images en aplat très, très petites. Donc oui, ça se veut exhaustif, mais c'est pas le plaisir potentiel qu'on peut retirer d'un bouquin qui parle de Star Wars et de vintage notamment. Donc c'est vrai qu'il y a une plus-value non négligeable. D'ailleurs, vos bouquins, on les trouve encore tous ou certains sont introuvables aujourd'hui? Alors, ils sont tous sur Amazon. Après, les premières éditions de la French Touch. Hier. Voilà. Bon, on va y venir après sur le nouveau. Et pas trop de spoilers. Et donc, en fait, oui, ils sont tous sur Amazon. Par contre, effectivement, pour Mécano Trilogo et la French Touch, il y a eu des éditions avant Amazon qui étaient faites avec un papier glacé. Ouais. Donc, la French Touch, Mécano Trilogo, c'était 1100 exemplaires, papier glacé, etc. Il est disponible sur Amazon, mais c'est une version commémorative et je vais bientôt le retirer parce que c'est plus un objet de collection par lui-même, parce que ce qu'il y a dedans, c'est un peu obsolète. Il manque des objets. À l'époque, on n'est pas tout découvert. Il y a des informations qui sont un peu parcellaires. Et donc voilà, les gens le recherchent plus pour l'objet parce que c'était le premier. Mais en termes d'information, il est vraiment dépassé, quoi. Et la French Touch, il y a eu également des éditions sur papier glacé avant que je le mette en ligne sur Amazon. Et donc maintenant, effectivement, ils sont tous sur Amazon systématiquement. Ça offre l'avantage effectivement d'avoir un investissement financier quasiment nul. Le seul investissement, c'est le temps. Et du coup, de pouvoir le mettre en ligne. Et si qu'un bouquin se vend en 10 exemplaires ou en 100 exemplaires, finalement, ça n'a pas trop d'importance parce qu'il n'y a pas eu d'enjeu financier derrière. Alors que sur Mécano Trilogo, il fallait financer l'impression avant, quoi. Voilà, il fallait financer 1100 livres. Le ticket d'entrée, c'était 1000. Et bon, voilà, là, on parle de plusieurs milliers d'euros, quoi. C'est un peu la problématique que nous avait expliqué Jean-François pour la sortie de son livre. D'ailleurs, si certains ne l'ont pas encore acquis, allez vite l'acheter, parce que les exemplaires vont se faire rares. Alors maintenant, on va parler de ce qui nous amène aujourd'hui avec votre nouveau livre. Alors, en quelques mots,
Stéphane. Alors, ce que tu disais tout à l'heure, c'est une bonne transition. C'est en fait, tu parlais de bouquins de collectionneurs avec des aplats, etc. Ouais. En fait, Meccano Trilogo, c'est un peu ça, hein, parce que c'était limité à 140 pages. La French Touch, en fait, quand j'ai fait la French Touch, je voulais faire Meccano Trilogo version 2, avec tout ce qu'on avait découvert sur les jouets. Et je me suis dit, bon, c'est pas terrible en fait de refaire un bouquin juste sur les jouets, de faire une version 2. Et je me suis dit, du coup, il faut apporter plus. Et donc, c'est là que j'ai repris 2 ans de recherche, de consultation de collection, etc. Et c'est pour ça dedans que j'ai mis tous les produits, ou tout ce qu'on connaissait à l'époque, les posters, les primes alimentaires, les publicités, une revue de presse, pour en faire quelque chose de complet. Par contre, du coup, forcément, il y a 250 pages, mais vu qu'il y a 15 fois plus de trucs, on est encore sur des aplats de petite taille. Et c'est ça qui nous a amené aussi à faire le guide de poche, c'est d'avoir un truc sympa, qui tient dans la main, qu'on peut emmener partout. Et on pourrait dire, pourquoi on ne fait pas une application portable, mais je pense qu'on n'est pas... Voilà, mais en fait, on n'est pas sur des... je pense que le collectionneur, il s'en fout d'avoir une application portable. Non, clairement. Clairement, ouais. Le format poche est parfait. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait le guide de poche, pour pouvoir avoir un truc simple, avec des plus belles photos, plus grand format, même si c'est un guide de poche, elles sont beaucoup plus grandes que les autres bouquins, et d'ailleurs que dans la plupart des bouquins. Et par contre, effectivement, c'est limité aux figurines, puisque sinon ça ferait un trop gros guide de poche. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, je rebondis sur 2 trucs que tu disais tout à l'heure. C'est à la fois les aplats, le fait qu'effectivement, il y ait beaucoup de bouquins qui sont des aplats en petit. Et l'autre remarque que tu faisais en début de session, qui était de dire comment on fait pour trouver ces idées et se renouveler sans cesse. Et effectivement, c'est typiquement le sujet de ces 2 bouquins qu'on a commencé à sortir en hardcover. Déjà, ça fait longtemps que je voulais faire du hardcover, mais Amazon ne le faisait pas. Et donc, du coup, le hardcover, on repasse par la case impression et offset, ou numérique, mais de toute façon, on repasse par l'imprimeur. Et là, c'est à nouveau des investissements assez conséquents. Et du coup, la complexité à faire des éditions distinctes en français et en anglais. Et donc, du coup, ça, c'est un bon point Amazon pour de fournir le hardcover à la demande. Et on s'est dit, pendant le confinement, là, Yann a eu l'idée, on s'est dit, tiens, on pourrait faire un bouquin sur les publicités. Et du coup, faire un très beau bouquin que sur les publicités, et on aurait tous les documents en taille 1. Plus ce qu'on n'a pas mis, qui a été découvert depuis la French Touch, que je n'avais pas jugé utile de mettre. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le mythe publicitaire. Et on est sur des textes très très courts, on est plutôt sur le visuel. Par contre, les textes, ils ont l'avantage de mettre en avant les interviews, les discussions que j'ai pu avoir avec les personnes qui travaillent sur le marketing et les chefs de produits. Et du coup, c'est intéressant parce que ça donne une perspective sur le produit et l'évolution du marketing. Et donc, voilà, on avait déjà en tête de faire autre chose, de faire une suite. Et donc, du coup, ce nouveau livre qui est donc Plastique Galactique. Pourquoi Plastique Galactique? Ça fait penser aux vaisseaux. C'est plus sympa que de dire les vaisseaux et les playsets, quoi. Et donc, c'est le même principe. C'est un bouquin, donc, du coup, qui est spécialisé. On n'est plus dans le tout en un. Donc, c'est que sur les véhicules. Et du coup, ça permet de faire 250 pages que sur les véhicules, d'avoir des visuels haute définition. Donc, toutes les boîtes ont été scannées en haute définition, d'avoir les notices taille 1, ou quasi taille 1, on est à 95%, quoi, pour une histoire dans la page, et d'avoir, sur le même principe, des petits textes assez courts, qui est un peu sur le principe du guide de poche, qui donne en fait qu'est-ce qu'il faut savoir sur la gamme, qu'est-ce qui est intéressant à savoir dans la gamme, et après des articles sur chaque vaisseau, qui disent en fait, pareil, quels sont en quoi ce vaisseau est intéressant, c'est quoi sa particularité, qu'est-ce qu'il y a à signaler, pourquoi cette variante d'autocollant est intéressante. Ça allait être ma question, est-ce que vous parlez de variantes aussi vous allez parler de variantes, j'imagine, Oui, alors effectivement, il y a toutes les variantes d'autocollants, a priori, ressemblent pas jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas à l'abri d'en découvrir d'autres. Et puis, donc, quand je parle d'autocollant, bien sûr, je fais référence à tout ce qui est véhicule français, ou sorti en Europe. Donc là, on est toujours sur les gammes Meccano bilogo qui étaient sorties en Europe, les gammes européennes et ce qu'on appelle trilogo. Donc on n'est pas sur les gammes américaines. Il y a des véhicules américains, mais c'est parce qu'ils ont apporté en France et ils ont l'autocollant dessus. Et donc ça permet effectivement de faire quelque chose avec des plus belles photos et d'avoir un bouquin dédié. Et finalement, la continuité de ça, c'est vraiment l'extension de la French Touch. En fait, la French Touch, en fait, il y a tout dedans, mais c'est petit, il y a beaucoup de texte parce qu'il y a une histoire également qui est racontée. Et là, on est plus sur des choses complétistes, focalisées sur un domaine et avec des informations pertinentes et les plus courtes possibles. Ouais,
Tu vois, j'ai fait défiler un peu donc les images que tu nous as fait parvenir et je les découvre en même temps puisque j'avais fait exprès de ne pas les regarder. Et j'adore sur les photos, on voit encore les scotch ou vos scotch même de vos boîtes et tout. Ça donne un côté authentique en fait au livre. On n'est pas sur un catalogue de produits, mais on est vraiment sur les produits que vous avez, les produits de collection. Et je trouve ça hyper bien. Ça donne vraiment un autre cachet en fait au livre. Merci, effectivement, il n'y a pas beaucoup de retouches sur les boîtes. L'idée, bon, voilà, c'est s'il y a un truc qui est craqué ou qu'il y a un bout de scotch, bon, autant le laisser. Je vois là, par exemple, ça, on voit bien. Voilà. Oui, effectivement, voilà. Bon, j'aurais pu retoucher, mais bon, effectivement, c'est plus authentique comme ça. Ouais, clairement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, moi, je suis assez bluffé. Hein, donc, je m'inscris, premier acheteur. Hein, il faudra m'envoyer un message dès que ça sort. Que je puisse Comme on le voit à l'écran, là, effectivement, on montre, pour ceux où c'est intéressant, le contenu de la boîte non montée. C'est assez bluffant avec les autocollants et tout. Ouais, c'est super. Et alors, question purement technique, c'est un travail de combien de temps pour vous? Alors, on va dire qu'il est des habitués maintenant de l'édition de livres et tout. Il vous a fallu combien de temps pour préparer Plastique Galactique? Alors, à titre de comparaison, par exemple, on m'a dit le guide de poche, c'était 2 ans. Les 40 ans de French Culture, c'était 4 ans. Le Kenner Handbook, alors là, on dévie un peu parce que on est dans le Kenner. Et en fait, je fais un peu cet aparté là-dessus. En fait, pour ceux qui connaissent, on a fait un guide de poche Kenner. Pourquoi? En fait, parce que ça n'existait pas. Ça paraît un peu con, c'est que personne ne l'a fait. Et alors qu'il y a une énorme fanbase en fait de collectionneurs américains, il y en a des dizaines de milliers. Le bouquin qui fournit les plus grosses images, c'est le Kellerman, qui date de 2003. Et elles sont moins grosses que dans le guide de poche. Et voilà, je trouvais un peu embêtant que ça n'existe pas. Et bon, moi, je collectionne un peu le Kenner. J'avais les gammes Power of the Force et Empire Contre-Attaque que j'ai conservé. J'ai pas le Star Wars ni le Retour Jedi. Et du coup, on a contacté Todd de Martino, que je connais bien, et on lui a demandé en fait de contribuer, si vous voulez contribuer en fait, puisque il devait sortir un bouquin en 2008 qui est jamais sorti. Qui est jamais sorti, ouais, tout à fait. Voilà, et on s'est dit moi je me suis dit je vais lui demander s'il n'a pas les photos, est-ce qu'il les a encore, est-ce qu'il peut nous les partager. Et donc il a accepté avec plaisir, quoi. Et donc du coup une grosse partie, je sais pas, 70% des photos c'est les siennes. Et du coup, on a pu faire ce bouquin, c'était très intéressant. Et bon, ça a mis comme 3-4 ans à faire aussi ce bouquin. Hein. C'était un travail de longue haleine. Et j'essaie peut-être de redonner un petit coup de ping à Yann, on ne sait jamais. Sur les mythes publicitaires, on a eu cette idée pendant le confinement. Voilà, on s'embêtait à longueur de journée sur nos ordinateurs pendant le confinement. On ne pouvait pas sortir le soir. Et on s'est dit, tiens, on n'a qu'à faire ce truc-là, quoi. Et donc, j'ai envoyé tout ce que j'avais comme scan à Yann, mais c'était les scans des précédents bouquins. Donc, du coup, la résolution n'était pas top, mais voilà, c'était du sang des pays, ça suffisait largement pour faire des vignettes dans la French Touch. Et voilà, il a bossé là-dessus avec ça pour faire un truc vraiment sympa en termes d'histoire, c'est retracer une chronologie détaillant grand public pour chaque film. Et donc, en mettant comme ça toutes les publicités et les documents internes de Mécano qui n'avaient pas été publiés dans d'autres bouquins jusqu'alors. Et donc, il a fait toute la mise en page avec ça. Ça a été très rapide. Il est en train d'installer Chrome. Et donc, ça a été très rapide. En fait, je sais pas, ça lui a pris quelques jours en fait pour faire la maquette. Voilà, bon, c'est vrai qu'on était un peu taquet. Hein, et donc, du coup, voilà, on avait une maquette. Donc, on avait un train de conducteur et tout ce qu'on voulait mettre dedans. Et donc, ça a pris quelques jours. Et après, ça a pris 6-8 mois, on va dire, pour faire les textes et aussi rescanner tous les documents aux définitions. Donc là, j'ai passé. Il y a un gros boulot on va dire, d'archiviste, quoi. C'est-à-dire retrouver les documents, les rescanner, les inventorier, etc. Les documents, je les ai, voilà, effectivement, mais du coup, ils n'étaient pas forcément à la bonne résolution. Donc, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à rescanner tous les pif gadgets, la revue du jouet, les Castors Junior et tout ce qu'on veut, quoi. Et ça, effectivement, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. C'était des scans assez simples parce qu'il n'y a pas de composition, mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc là, en gros, ça a pris 6-8 mois. Et le Plastique Galactique, là, ça a dû mettre peut-être, je dirais 1 an, j'ai pas compté, mais je pense 1 an.
Peut-être un peu plus d'un an, oui, parce qu'en fait, je scannais des choses à cette époque-ci l'année dernière. Donc, un peu plus d'un an. L'essentiel, bon là, du coup, c'est moins marketing, donc effectivement, il y a moins de travail sur l'aspect composition des pages par rapport à l'approche marketing, comme c'était dans le précédent livre. Là, on retombe sur plutôt le bouquin de collectionneur, avec une intro, un texte, une description, la boîte, les notices et le contenu. Yann a fait les intros. Les intros, en fait, à un moment, il s'est posé la question de est-ce qu'on mettait les looses. Et c'est un peu compliqué parce qu'il y a les looses, il y a les boîtes. Ça fait beaucoup de fois les mêmes choses. Il faut que tout le monde y trouve son compte en termes d'intérêt, quoi. Et donc, le compromis, c'était donc d'utiliser les photos des catalogues mécanos qui montrent les jouets en loose. Et donc, elles sont agrandies, hein, forcément, elles n'étaient pas en ce format-là. Et donc, voilà, ça permet de présenter l'objet, d'avoir une photo sympa, qui du coup, est issue d'un catalogue mécano, qui n'est pas juste une photo de loose qu'on aurait rejoutée nous-mêmes. Et donc, du coup, de quand même pouvoir montrer le loose, mais à partir d'une photo de mécano. Donc, on fait un peu une pierre deux coups. Et donc, ça, c'était intéressant. Donc, Yann a retravaillé toutes ces images-là. Il a fallu les recomposer aussi un peu. Et pour moi, pendant ce temps-là, j'ai scanné toutes les boîtes. Alors, un jour, il faudrait que je vous montre. J'aurais dû vous partager peut-être une photo effectivement de comment je scanne les boîtes. Hein. Donc, ça fait un peu rire. C'est un scanner A4 et dessus, il faut mettre les boîtes comme la TAT ou la Shuttle et mettre des poids dedans parce que les boîtes sont déformées. Donc, il ne faut pas hésiter à appuyer dans la boîte. Hein. Il y en a qui ça ferait peur. Mais bon. Du coup, voilà. Donc, et bon, il y a des boîtes qui prennent une dizaine de scans, quoi. Et après, il faut les recomposer dans Photoshop. Alors, maintenant, j'ai l'expérience, j'arrive à les faire à peu près droit. Hein, j'ai pas besoin de faire des rotations dans tous les sens. Donc, du coup, généralement, voilà, l'assemblage est quand même assez rapide. Mais bon, voilà, une boîte, on va dire, je sais pas, ça me prend peut-être une demi-heure à scanner, une demi-heure, 3/4 d'heure, et peut-être autant à recomposer dans Photoshop, quoi. Mais bon, voilà, c'est un gros travail. Hein. Voilà. Et après, effectivement, du coup, après, il y a eu la mise en page, les scans également des notices, trouver, il y a quelques personnes qui sont citées en contributeur, trouver effectivement les quelques personnes qui ont la notice que j'ai pas, voilà, pour histoire que ce soit le plus complet possible. On se rend compte, par exemple, que sur un vaisseau comme le X-Wing, c'est un peu paradoxal, mais un vaisseau comme le X-Wing, qui est un des vaisseaux qui est celui qui a la plus longue longévité sur la gamme, il s'est vendu de 1978 à 1986. Il y a énormément de variations de boîtes. Bon, il y a les imports déjà, il y a plusieurs types d'imports. Il y a énormément de variations de boîtes, ne serait-ce que pour le marché français et européen. Alors encore plus si on se met à compter le marché américain, anglais, etc. Et c'est encore plus, il y a encore plus de versions de notices. Et donc c'est impressionnant. Voilà, il y a un nombre inimaginable de boîtes et de versions de notices pour ce vaisseau. Ce qui est un peu paradoxal quand on voit qu'effectivement, on cherchait aussi à économiser les coûts. Et c'était pour ça également qu'a été créée la gamme européenne. Voilà, éviter d'imprimer des boîtes dans tous les pays, pouvoir imprimer une boîte dans n'importe quel pays et la diffuser en toute l'Europe. Donc malgré ça, effectivement, on se rend compte que même en imprimant des boîtes pour toute l'Europe, ils ont quand même trouvé le moyen de faire des spécificités, de modifier un petit texte par-ci par-là, une petite photo par-ci par-là. Voilà. J'anticipe la question de Pierre, il y aura sûrement un Landspeeder, Pierre. Il y en a deux. Il y a le garde étoile et une bouteille à la mer. Non, en fait, comme on sait que dans Star Wars, tout fonctionne par 3, quand on voit un livre bleu, un livre rouge, on se dit qu'il va bien y en avoir un troisième. C'est en gestation ou on est... Oui, forcément. Forcément, tout le matériel est déjà quasiment... Le matériel est prêt. Il faut tout retoucher, comme d'habitude. Ouais. Le matériel est prêt, l'idée est là. Ouais. Voilà. Mais bon, on va dire que c'est plutôt un projet 2023. Je pense que ça pourrait être un projet... après, en fait, on se fixe des deadlines et puis nous-mêmes, en fait, puis si on les tient pas, c'est pas très grave vu qu'on n'annonce pas grand-chose. Non, c'est sûr. Alors, justement, ça m'amène... Le deadline, on va dire, c'est on essaie de viser un gros salon l'année prochaine. Ouais. Voilà. D'ailleurs, ça m'amène directement à la question suivante, hein, puisque tu parlais d'Amazon où les gens peuvent effectivement commander directement les livres. Mais je sais qu'à chaque fois que vous lancez des ventes, vous avez une partie des livres qu'on peut vous acheter directement. Des fois, on a des goodies. Et les fans de goodies sont très, très
attiré par ces ventes, ces préventes en fait, ou du moins ces ventes, les premières ventes que vous faites. Est-ce qu'il y a un salon cette année où on va pouvoir récupérer le livre et explique-nous un peu qu'est-ce qui est prévu pour ce livre-là dans les prochaines semaines. Alors, on va lancer. Déjà, on aura une vidéo comme on a fait sur le mythe publicitaire où on montre en fait le contenu en feuilletant vite fait. Ça permet, c'est intéressant, ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Un petit teasing. Voilà. Et on va bientôt lancer les précos. Je sais pas, sous une semaine, sous 10 jours, un truc comme ça, on va lancer les précos. Et effectivement, on sera à Star Wars du 11 au 13 novembre. Et c'est là qu'on vendra pour la première fois le bouquin physiquement sur un salon et qu'on pourra le dédicacer. Alors les précos, il y aura 2 types de précos en fait. Pour les gens qui ne vont pas à Star Wars, ils pourront le recevoir par la poste dédicacé. Et puis effectivement, il y aura des goodies, comme tu disais tout à l'heure. Généralement, on fait des séries cartes postales, on fait des. Voilà, donc là, je laisse toute l'imagination de Yann. Ah ouais, non, mais c'est un malade du goodies, Yann. Hein, donc, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Ouais. Donc on va peaufiner quelque chose pour la préco. Et puis effectivement, ceux qui vont à Star Wars pourront le retirer sur le salon. Il y aura certainement du coup une préco. Il y aura certainement une goodies supplémentaire pour ceux qui le récupèrent sur le salon, histoire de faire une différence entre ceux qui l'ont tout de suite parce qu'ils vont le recevoir par la poste. Enfin, tout de suite, le temps que ça arrive. Et ceux qui attendent le salon. Voilà. Il y en a qui l'auront peut-être avant Star Wars. Il y a ceux qui peuvent le commander tout de suite sur Amazon parce qu'ils sont pressés, ils le veulent tout de suite, ils s'en foutent de la dédicace et de la goodies, voilà. Donc ils peuvent aller sur Amazon. Et puis effectivement, on aime bien marquer le coup pour la fanbase, on va dire. Là, on a des gens qui nous suivent depuis très longtemps et on aime bien marquer le coup. C'est vrai que mine de rien, les gens sont très fans des goodies, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc voilà, on marque le coup avec des séries de goodies. Et là, pour distinguer effectivement celui qui fera une préco, qui l'aura probablement avant Star Wars, bon, je dis probablement parce que ça dépendra comme des élèves de la poste pour recevoir les cartons, etc. d'Amazon, mais qu'il aura probablement avant Star Wars, et celui qui l'aura sur le salon, il aura une goodie supplémentaire. Et on regarde également, bon là je parle vraiment au conditionnel, parce qu'il faut qu'on regarde si on peut produire ça, mais on regarde aussi peut-être pour produire une petite goodies qu'on pourrait également amener sur le salon, je sais pas, un mug, un truc sympa qui sort de l'objet 2D en fait. D'accord. J'en profite, Star Wars du 11, 12 et 13 novembre à Boulogne-sur-Mer. Je vais le repréciser. J'ai jamais eu l'occasion d'aller dans ce salon, mais ceux qui y vont en sont ravis. C'est un super moment. Donc, allez-y si vous êtes dans le coin. Et si vous n'y êtes pas, réservez vos billets pour récupérer le livre avec le goodies dédié. Du coup, ça y est, j'ai un doute. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Super. Et on a Yann de retour. Salut. Ouais. On est ravis de te revoir. On a parlé du livre et de son mode de diffusion. On sait qu'il va y avoir un 3e livre, mais on ne connaît pas le contenu ni le sujet, donc on va patienter. 2023. Je n'avais rien dévoilé en fait. Pierre a deviné que forcément ça n'allait jamais 203. C'est une trilogie. Exactement. J'expliquais en fait juste avant que tu te reconnectes qu'effectivement là on prendra les précos prochainement et qu'on fera comme les gens aiment bien les goodies, etc. Il y aura des goodies comme d'habitude et qu'on diffusera le bouquin dessus. Ouais, super, voilà, je m'en doutais pas. Et comme effectivement, on disait que tu avais une imagination débordante sur le sujet et que tu vas forcément trouver des super trucs et qu'en fait, il y a des gens qui vont le précommander, qui ne viendront peut-être pas à Star Wars, donc ceux-là, on leur enverra par la poste. Donc ils auront. Oui, c'est dommage, mais donc ils auront quand même ils auront une goodies. Et donc pour les autres qui viennent à Star Wars, du coup, on fera certainement une goodies différente ou supplémentaire. Voilà, parce que ils attendront un peu plus pour pouvoir le livre. Les précommandes aussi auprès de vous permettent aussi d'avoir l'exemplaire signé tout de suite par vous. Et c'est aussi d'avoir une petite dédicace, c'est quand même sympa. Exactement. Un petit plus. Un des petits plus. Un des petits plus. Et on prépare aussi un beau stand pour la Star Wars, donc il faudra vraiment venir sur le stand. Avec un petit passage sur scène, j'imagine, en mode conférence et tout, pour que vous veniez présenter tout ça. Pour le moment, on ne peut pas tout dévoiler. Effectivement, pour ceux qui sont venus il y a 2 ans, on avait une belle vitrine de produits vintage et modernes. On va essayer de faire quelque chose également cette année. Super, c'est génial. En tout cas, c'est pas mal. On se croirait devant
c'est clairement, enfin, je le redis, mais c'est clairement cool d'avoir des produits qui sortent comme ça au niveau français, parce que déjà, ils sont directement en français et c'est chaud d'avoir des livres spécialisés comme ça. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont pas traduits malheureusement, et il y a beaucoup de nos lecteurs qui le reprochent assez. Et c'est aussi des livres qui sont reconnus à l'international, donc moi je trouve ça vraiment cool, quoi, de vous avoir dans le fandom français. Merci. Ouais. Ce qui est intéressant justement, c'est de voir, c'est que maintenant, avec l'engouement qu'il y a eu pour les cartes françaises, d'autres pays et d'autres collectionneurs se soient mis aussi à sortir des livres. Hein. Je pense notamment à Ravière sur la gamme PBP. Dans la gamme espagnole, ouais. Qui a sorti vraiment des très 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 beaux livres avec des graphismes de José La Rosa. Ouais. Donc ouais, vraiment c'est bien. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est que les Italiens se réveillent, que l'Angleterre puisse enfin se mettre d'accord pour sortir un beau livre sur Palitoy. Ça pourrait vraiment être une très belle progression et voir l'ensemble des gammes qu'il y a pu y avoir aussi dans les pays limitrophes. Je pense aussi particulièrement à l'Allemagne. Il peut y avoir aussi des beaux bouquins qui peuvent être faits dessus. Collectionnant les publicités justement vintage un peu partout d'Europe, il y a vraiment des trucs assez incroyables, aussi bien au niveau graphique comme Mécano avait pu le faire avec des idées totalement farfelues. Les autres n'en sont pas en reste non plus. En tout cas, ce que c'est de voir que le mythe se poursuit plus de 40 ans après, et que finalement c'est la passion des collectionneurs qui fait que on arrive à avoir des ouvrages de ce type. Tu mentionnais celui de Ravière. Qui est sorti, qui a sorti 3 volumes, hein, bien entendu. Le dernier, il y a moins d'un an, là, le final. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que cette partie du mythe qui sort complètement de l'aspect purement lucratif qu'on peut avoir aujourd'hui avec des sorties dans tous les sens, de Black Series ou même à la gamme 3/4. Moi, je dois avouer que j'ai perdu un peu le fil et la compréhension de ce fil-là. Il y en avait encore au début, jusqu'au mi des années 2000, on va dire. Et après, c'est devenu un peu plus complexe à appréhender. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la gamme vintage, elle est fermée, hein, donc, et que justement, on peut jouer là-dessus. Et le fait de pouvoir jouer, de continuer à jouer dessus et finalement de découvrir à travers vos bouquins de nouveaux visuels, de nouveaux aspects, c'est un peu notre Madeleine de Proust, quoi. C'est un flashback permanent sur des objets qui nous ont fait rêver. Et d'ailleurs, je vous propose, on pourra vous réinviter dans un prochain épisode, en fait, pour qu'on parle que de vintage Star Wars, vraiment en mode focus dessus. Et je suis sûr que nos auditeurs découvriront un peu plus cet univers-là, qui pour certains le découvriront et d'autres renforceront leur connaissance, j'imagine. Et ça peut être vraiment cool, ouais. Et ça peut être long. On peut faire plusieurs épisodes, si tu veux. On fera un épisode par figurine. Par film, déjà, on va essayer. Non, voilà, donc c'est ça qui est assez bluffant, parce que effectivement, c'est tout sauf du recyclage. C'est de la création artistique à partir d'un matériau que tout le monde connaît, mais qui ne cesse de nous surprendre par la manière dont c'est présenté. Et donc ça c'est poussé dans ces retranchements, finalement, quelques idées de génie de certains Américains de l'époque qui nous ont permis de rêver à travers ces jouets. Et vraiment, pour ceux qui n'ont pas encore mis la main sur vos livres, il faudra le faire, hein, il faudra rattraper tout ce que vous avez manqué, et surtout pas manquer donc la sortie du prochain livre, et d'aller à Star Wars. Donc c'est à Boulogne, hein, Boulogne-sur-Mer, c'est ça? Ouais. Voilà. Et Mintinbox communiquera bien sûr sur les dates et à l'approche du salon, donc de ne pas rater, de ne pas vous manquer, parce qu'en plus vous êtes super sympa lors des salons, et on s'est payé quelques bonnes tranches de rigolade au cours de ces années de salon. Moi, j'ai toujours l'espoir de vous voir faire un bel exposé à Star Wars Célébration à Londres, dans le collecting track, avec un aspect français, et par la même occasion présenter les visuels de vos livres, parce que c'est ça qui est toujours assez fascinant. C'est plutôt que de représenter à travers des PowerPoint, des photos de blisters qu'on connaît, c'est finalement de montrer que même avec un matériau qui est fini, on peut être créatif et récréatif,
Et c'est vrai que ça peut donner aussi d'autres idées à de nombreux collectionneurs, hein. Comme tu disais, Yann, il nous manque des bouquins allemands, il nous manque des bouquins italiens. Moi, j'ai acheté quelques figurines quand j'étais gamin qui viennent d'Italie. Je crois avoir les cardbacks quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cet intérêt de savoir un peu, comprendre un peu comment ça s'est passé dans chaque pays, à une époque où on vivait les frontières et puis finalement on ne savait pas trop ce qui se passait de droite et de gauche. Donc j'espère que, je ne sais pas, vous avez prévu d'aller à Londres pour en parler? Oui. Stéphane, ouais, je crois que tu y vas 1 ou 2 jours, c'est ça? Oui, j'y serai 2 D'accord. jours. Donc on aura, Ouais, si hélas. si vous avez la chance d'y aller, on aura la chance de vous croiser au Collecting Track. Quoi qu'il en soit, donc les prochaines dates, c'est guetter sur votre Facebook French Touch, Les dates de mise en vente date de mise en vente, pour pouvoir vous le commander directement. Ne C'est pas ça. manquer Le Plastic le Galaxy. salon Star Wars si vous avez manqué les premières commandes. En tout cas, dans les 2 cas, il y aura des goodies, disons, dédiés. Donc ça, c'est plutôt cool. Je me suis permis de dire, Yann, que tu étais un malade du goodies, hein. Je sais que tu aimes décliner à l'infini Alors, ce genre de concept. comme prochain livre, on peut très bien faire un livre sur tous les goodies qu'on a fait depuis 2007. Je les ai recensés, j'ai commencé à faire une maquette, il y a à peu près plus de 160 pages. Donc oui, Ils sont sans limite. Effectivement, on connaît, alors il y en a peut-être plusieurs, hein, mais on connaît au moins un collectionneur qui collectionne nos goodies. Ou plusieurs. Oui, ils sont plusieurs, mais il y en a un qui mais en tout cas, on en connaît un qui a tout. Alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont tout, mais voilà, qui ont vraiment tout ce qui a été produit. Non, il n'a pas tout. De tous les collectionneurs, on n'a jamais tout. Il n'y en a aucun qui. Le but, c'est de jamais de tout avoir. Sinon, voilà. c'est l'intérêt. C'est sans fin. En tout cas, merci messieurs. C'était super de vous avoir. Et puis, je vous dis à très très bientôt, puisque je l'ai un peu teasé. On vous réinvitera pour reparler de Star Wars et de figurines vintage. Exactement. Et puis rendez-vous à Boulogne pour ceux qui peuvent y aller. Et on ne manquera pas votre page Facebook pour les premières commandes. D'ici quelques jours. Compter, hein. Je t'ai déjà dit, hein, Stéphane, c'est bon, j'ai pas besoin. Tu peux me contacter dès le premier jour. Je te paye dans la foulée. Non, en tout cas, c'est super. Hein, vraiment, bravo. Moi, je suis toujours épaté par la créativité que vous pouvez avoir à travers ces dernières années. Ravi finalement de vous connaître, vous, parce que c'était jusqu'à maintenant une aventure humaine super sympa. Et j'espère qu'on aura encore de grandes années devant et qu'on pourra continuer à fêter notre passion tous ensemble. Voilà, en tout cas pour les auditeurs de Fréquence Star Wars de cet épisode, je vous encourage à jeter un œil sur le YouTube, parce que vous pourrez voir le fantastique background de Stéphane, mais aussi de Yann. Hein. Maintenant, on voit qu'il y a quand même quelques petits objets. Chez Stéphane, c'est présenté différemment. Donc, à ne pas manquer. Et on vous dit à très bientôt dans un prochain numéro. Merci à tous. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt.